amis supporters et supportrices, bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro du Talk by Let's Go Metz. Un talk exceptionnel aujourd'hui pour débriefer ensemble cette fin de mercato totalement folle du FC Metz. Un mercato qui s'est achevé donc ce vendredi à minuit. Et qui dit talk exceptionnel dit plateau exceptionnel. Pour débattre, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui deux invités et pas des moindres. Pour performer, on dit souvent qu'il faut s'inspirer des meilleurs. Et j'essaye donc de puiser chez lui quelques astuces pour améliorer la présentation des podcasts. Ses blagues font souvent mouche, surtout après une défaite des Grenats. Il est la voix de l'Indice et Graoli sur France Bleu Lorraine. Thomas Lavaux nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour mon cher Thomas, comment vas-tu ? Salut tout le monde. Les yeux qui piquent un petit peu. On a veillé tard avec cette fin de mercato, mais ça va. Très bien, magnifique. Nous accueillons également aujourd'hui un des chouchous des supporters messins, une véritable icône de la famille Grenat. Ses punchlines sont légendaires. Il est capable de vous faire vibrer même sur un débordement de Lamine Gueye. Notre commentateur préféré, Thomas Jean-Georges, est avec nous. Comment vas-tu, mon cher Thomas ? Très bien. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir dans cette émission. Merci à toi d'être là. Pour compléter l'équipe du jour, il a de tout petits yeux aujourd'hui. Il n'a pas beaucoup dormi pendant ces dernières 48 heures. Pour alimenter l'article live mercato du FC Metz pour Let's Go Metz, j'accueille Mehdi Abirez. Bonjour Mehdi. Bonjour Gérald, bonjour à tous. Et pour terminer, le plus travailleur des chroniqueurs de Let's Go Metz, il vient de passer une grosse semaine de soutenance pour ses études. Il a malgré tout trouvé des ressources et du temps pour être avec nous. Arthur Carmier, comment vas-tu mon cher Arthur ? Salut Gérald, salut tous, ça va bien, moi aussi j'ai planché sur mon mercato. J'espère qu'il sera peut-être plus réussi et plus travaillé que celui des Grenats. Allez, ça donne le ton. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Alors messieurs, cette fois ça y est, nous y sommes. Le mercato est terminé, le visage définitif du FC Metz est connu. Il y a eu beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. Les derniers jours ont été marqués notamment par les adieux de Youssef Mazif et de Georges Mikotadze, les deux meilleurs buteurs et passeurs du club à la Croix de Lorraine l'an passé. Alors on va rappeler rapidement les arrivées avant d'entrer dans le détail ligne par ligne. En attaque, on a eu 5 joueurs, donc Oscar Estupinan, je vais avoir du mal à le prononcer, Joël Azaro, Benjamin Tété, Simon Elisor et Ibou Sané de Génération Foot. Au milieu de terrain, un joueur, Jean Nguessan de Nice. Et en défense, 4 joueurs, Christophe Herrel, Kevin Van de Kerkhoff, pour le plaisir de Thomas Jean-Georges, Maxime Collin et Sadibou Sané. Alors, Thomas Lavaux, on commence par toi. En termes de ce mercato, es-tu plutôt satisfait et confiant pour la suite ? C'est un mercato qui me semble... tous les mercatos sont à juger de toute façon a posteriori, celui-là encore plus. Ça me semble difficile de dire quoi que ce soit. C'est un mercato qui n'est pas surprenant. Des joueurs qui ont tous le point commun d'être accessibles à moindre frais au Football Club de Metz. Des joueurs pour la moitié d'entre eux qui ont pu montrer des choses intéressantes. Il y a des joueurs que j'ai envie de voir. Estupinan, Van den Kerkhoff notamment, j'ai envie de voir ce que ça peut donner, mais il y a tellement d'interrogations que c'est difficile de se prononcer à chaud sur ce mercato. Il faudra que des joueurs et notamment ceux que je viens de citer se révèlent, parce que à mon sens c'est ça qui va faire que le FC Metz puisse assumer ses objectifs fixés pour cette saison. Il va falloir des révélations et des révélations très rapides. Thomas Jean-Georges, tu as quelques mercatos derrière toi pour le FC Metz. Alors celui-ci a été particulièrement mouvementé, surtout sur la fin. Est-ce que tu es déçu par la tournure des événements ? Je pense par exemple à la vente tardive de nos deux meilleurs buteurs et donc l'arrivée tardive de recrues en défense et en attaque. Concernant Georges Mikotadze, j'étais persuadé qu'il allait partir. La seule petite erreur, je pense, de communication du FC Metz a été de dire dimanche dernier en zone mixte du côté du stade Gabriel Montpied, on va essayer de le récupérer en prêt après l'avoir transféré. Parce que ça a créé comme une vague d'espoir au sein de la communauté Grenat. Ça n'a pas pu se faire avec l'Ajax. Ça aurait pu peut-être se faire avec le Stade Rennais. Mais bon, concernant le dossier Georges Mikotadze, tout le monde savait qu'il serait parti dès la fin du mercato estival. Moi, j'ai un petit regret. Je comprends pas trop Youssef Maziz, en fait. Je pense qu'il aurait pu nous rendre bien des services cette saison en Ligue 1 parce qu'il est devenu pour moi un attaquant de surface de réparation avec une efficacité redoutable devant les cages adverses. Donc j'ai un petit regret et je suis en train même de me demander si Ablaye Jallow
ne s'était pas blessé, si les dirigeants messins n'auraient pas voulu faire partir plutôt Ablaye Jallow que Youssef Maziz. Et c'est peut-être le contretemps qui les a poussés à plutôt faire partir Youssef Maziz qu'Ablaye Jallow. Mais là, je suis dans la supputation totale. Mais bon, je regrette surtout le départ de Youssef Maziz. Georges Mikotadze, je m'y attendais. Quant aux remplaçants, on sait que le FCMS n'allait pas réinvestir l'argent de Georges Mikotadze dans un transfert. Donc, on a trouvé ce qu'on a pu trouver. Très sincèrement, je ne connais pas Estupinian. Tété, ce qui m'inquiète, c'est qu'il est déjà blessé. Donc, on peut se poser des questions sur la condition physique de ce joueur. Donc, voilà. Comme l'a dit Thomas Lavaux, il faudra que certains se révèlent. J'ai envie de croire au talent de Joël Assoro, l'international suédois. Je pense qu'il peut nous apporter quelque chose et j'espère qu'il va nous apporter quelque chose devant. Mehdi, Laszlo Bononi souhaitait un effectif réduit et du renfort sur chaque ligne. Nous voici avec 30 joueurs professionnels à gérer et des arrivées tardives, donc après la préparation. Ce mercato, c'est donc le troisième de Pierre Dréossi. Est-ce qu'on peut enfin juger de sa qualité de directeur sportif ou bien on attend l'issue de la saison? Je dirais qu'il faudra attendre l'issue de la saison, dans le sens où il n'a pas été aidé financièrement non plus de Pierre Dréossi. Moi, je me souviens d'une phrase qu'il avait dit sur le plateau du Graoli Mag sur Moselle TV, où il parle du fait qu'il connaît mieux le marché de la Ligue 1 que celui de la Ligue 2. Le problème, c'est qu'il est un peu limité financièrement et il a peut-être pas su exploiter toutes ses pistes, les pistes qu'il aurait voulu choisir. Alors, il a quand même déniché quelques noms. Van Dunkerhoff, pardon. C'est plutôt pas mal. Il y a d'autres transferts qu'on connaît pas, qu'on situe pas très bien, comme celui de Benjamin Tété, en sachant qu'après on prend le deuxième couteau Estupinan, qui est du même club, qui a l'air plutôt meilleur en termes de statistiques. Voilà, il y a des choses qu'on ne comprend pas très bien, mais je pense que Pierre Dréossi, tout bon directeur sportif qu'il est, ne peut pas faire des miracles quand l'appui financier n'est pas solide. Arthur, on a eu énormément de rumeurs cet été. Je pense en particulier dans les derniers jours, certaines qui étaient plutôt crédibles, puisque des médias comme l'Équipe et certains insiders les avaient relayées, et pourtant, on a eu des flops, on a eu des déceptions. Je pense notamment au dossier de Isidore, qui est visiblement capoté dans les dernières minutes. Le FCMS n'est toujours pas attractif, malgré tous les efforts consentis par le club ces dernières années. C'est sûr que quand on voit la situation du FCMS, il y a d'abord un paramètre qui est financier. Toutes les pistes qu'on a pu voir sur différents médias, c'est des joueurs qui évoluent dans des championnats qui payent. Et peut-être que si des négociations, des deals ont capoté, c'est peut-être de cet ordre-là par rapport à des soucis financiers. Il y a d'autres voix pour Isidore qui parlent de soucis administratifs. Il y avait aussi ce deal avec le joueur de Southampton en Championship, son nom m'échappe, le très grand attaquant de 2 mètres nigérian. Paul Onuachu. Un deal aurait été trouvé, mais au final, ça s'est pas fait. Mais je pense que ça aurait été une erreur pour le FCMS de signer 2 ou 3 avancantes comme ça. Un seul profil suffit, à mon sens. Ça a été Estupinian qui remplace numériquement Georges Mikotadze. Bien évidemment, il ne fera pas du Georges Mikotadze, il fera ce qu'il peut. Mais de manière plus générale, ce mercato, pour moi, j'ai l'impression que... il y a eu un avant et après la vente de Georges Mikotadze. Avant de vendre Georges Mikotadze, le FCMS a véritablement fait les fonds de tiroir. Maxime Collin, le malheureux s'est blessé 2 mois. Benjamin Tété, entre autres. Et le FCMS a, en quelque sorte, compensé cette vente de Georges Mikotadze, a essayé de le remplacer en faisant des recrutements supplémentaires, notamment en défense. Je pense au recrutement de Van Dunkerhoff. Je comprends pas en fait pourquoi c'est un joueur qui n'a pas pu être signé plus tôt. On se retrouve aujourd'hui avec 3 arrières droits par exemple, même si comme je le disais, Collin est out pendant 2 mois. C'est pour ça qu'il le signe. Hein. C'est pour ça qu'il le signe, je pense, Arthur. Et puis le profil de Kevin est plus un profil de contre-attaquant. Donc il va peut-être jouer aussi dans le couloir droit du milieu de terrain messin. J'imagine quand même mal. Laszlo Bologna changer de système. On va y revenir, messieurs, justement, on va faire un petit tour de l'effectif ligne par ligne, si vous voulez bien. Thomas Lavaux, on va commencer par le poste de gardien. On a beaucoup parlé de l'arrivée de Daniel Schmidt, l'international japonais d'origine américaine, qui joue à Saint-Tron. C'était un coup de bluff des agents ou c'était un réel intérêt du Stade Grenade, d'après toi?
Je doute que ce soit un coup de bluff. C'est un gardien qui vient du marché belge. Il y a beaucoup de liens avec le marché belge et le Football Club de Metz. Moi aussi, c'est un recrutement que j'aurais eu du mal à comprendre avec une indemnité de transfert qui est conforme à ce que peut sortir le FC Metz. On parlait d'1,5 million. Mais voilà, qu'on sorte une indemnité de transfert dans un contexte très restreint financièrement pour un poste où il y a même 4 gardiens, hein, parce qu'il y a Ousmane Ba également qui est présent, que l'on a vu, qui a été numéro 2 quasiment toute la saison dernière avec la blessure de Marc-Aurèle Caillard. J'aurais pas forcément compris. J'aurais pu comprendre à la rigueur si on nous dit, ben voilà, il vient pour être numéro 1, parce qu'Alexandre Oukidja a fait beaucoup d'arrêts à Rennes. Malheureusement, les 2 buts qu'il prend contre Marseille sont à mon sens évitables. Clermont, c'est difficile de le juger. Il n'a pas eu beaucoup de travail. Donc à la rigueur, si on nous dit on a besoin d'un gardien numéro 1 pour le FC Metz cette saison, même si on a prolongé Oukidja il y a quelques mois, à la rigueur j'aurais pu comprendre. Sauf qu'un gardien numéro 1, c'est comme un attaquant de pointe. Hein, si vous voulez vraiment un bon joueur à ce poste-là, il faut payer, et avec quand vous avez une surface financière, quand vous avez une capacité assez limitée, vous prenez aussi des joueurs qui sont peu connus. Donc voilà, finalement ça s'est pas fait. D'un côté, tant mieux aussi pour Alexandre Oukidja, parce que comment aurait-il géré mentalement le fait de voir un nouveau gardien arriver, un gardien titulaire dans son club, international. Tant mieux pour Guillaume Ditch aussi. Comment est-ce que lui aussi aurait gérer ce paramètre, lui qui est aujourd'hui dans une étape décisive de sa carrière, hein, c'est-à-dire s'imposer comme numéro 1 dans son club formateur et dans un championnat très très exposé. Bon, à la rigueur là, qui est du statu quo, pour moi ça me semble être plutôt une bonne chose. Le message envoyé, Gérald, il est quand même terrible. Le fait que d'aller chercher ce gardien, Daniel Schmitt, d'avoir été aussi loin dans les négociations, à tel point qu'il aurait très bien pu être messin dès aujourd'hui, Daniel Schmitt. Pour moi, le message envoyé à Oukidja et Ditch est absolument terrible. Et très sincèrement, je pense qu'Oukidja avait pas de souci à se faire. Hein. Parce que je trouve un peu Thomas Lavaux un peu dur. C'est le meilleur grenade ce début de saison avec Georges Mikotadze qui est parti. C'était ma question, justement. Moi, je suis d'accord. Il est incontestablement le numéro 1. Est-ce que justement, vous ne pensez pas que cette rumeur, elle peut justement remettre en cause la hiérarchie actuelle, justement, et le bon fonctionnement avec les gardiens? Pour moi, Alexandre Oukidja, son début de saison, il est dans la lignée de ce qu'il pouvait nous proposer en Ligue 2. C'est un gardien qui a le niveau Ligue 1. C'est incontestable. C'est un gardien qui s'est transformé en plus un peu en sorte de on va dire c'était devenu grand un frère. peu oui, voilà, c'était un peu le mot, pas tout à fait le mot que je cherchais, mais voilà, enfin c'est aujourd'hui un cadre de l'équipe, un cadre Et du avec groupe, les blessures mais de c'est un gardien Traoré, c'est un gardien qui pourrait être, à mon sens, encore plus décisif. Et c'était déjà le cas l'année dernière en Ligue 2, où il nous a fait de très grands matchs. C'est un gardien qui rapporte des points, mais c'est un gardien qui peut parfois aussi en coûter. Et les 2 buts de Marseille, pour moi, sont aussi l'illustration de tout cela. Donc, t'es dur. Ah, quand même, Thomas, premier poteau, c'est une base. Non, c'est dévié, le premier. La frappe, la frappe de, comment il s'appelle, le jeune. Elle est légèrement déviée par Collin. Et le deuxième, il l'explique, son pied tape par terre quand il va intervenir. Donc, et il avait été particulièrement sollicité. Donc, quand tu as énormément d'actions, à un moment, t'es cuit dans tes cages. Tu m'excuseras, t'as beau faire la différence. Et on le voit dans un match où il y a moins d'occasions, il est là, il est présent, justement. Oui. Sur l'ensemble, c'est la différence. C'est Stéphane Moulin, l'ancien entraîneur d'Angers, qui expliquait un jour, on lui demandait c'est quoi la différence en fait entre la Ligue 2 et la Ligue 1. La Ligue 2, un joueur qui change le cours d'un match sur une seule séquence, même pas une action, une séquence individuelle. En Ligue 2, ça va t'arriver peut-être une fois, 2 fois dans la saison. Ça va peut-être t'arriver une fois. En Ligue 1, ça peut t'arriver, selon l'adversaire bien sûr, mais ça peut t'arriver à n'importe quel moment. Et donc,
finalement, voilà, il suffit d'une séquence pour changer le cours d'un match. Et c'est ça la différence fondamentale aussi entre Ligue 1 et Ligue 2. Et dans ce cas-là, faut pouvoir répondre à l'instant T. Mehdi, on va continuer notre tour des postes et des lignes avec toi et on passe à la défense centrale, un gros dossier en perspective. Alors les besoins étaient identifiés très tôt au niveau des centraux. On savait que le seul Ismaël Traoré en tant que défenseur central expérimenté, accompagné d'un Fally Kandé fraîchement repositionné l'an passé, d'un Aboulou en manque de temps de jeu, ça allait être juste. Et pourtant, hormis l'arrivée anticipée de Sadibou Sané de Génération Foot, il a fallu attendre le dernier jour pour voir Christophe Herrel arriver. Alors très certainement en plus en manque de rythme. Est-ce que le recrutement, c'est un échec au niveau des arrières centraux, d'après toi? C'est plutôt un échec. Christophe Herrel, c'est pour moi l'archétype du panic buy. Voilà, on ne sait pas trop ce qu'il vaut et on va avoir besoin de beaucoup de temps pour le trouver à son meilleur niveau, si tant est qu'il a le niveau Ligue 1. Mais ouais, c'est un peu compliqué, d'autant plus qu'on a des joueurs assez fragiles. Et on l'a vu contre Clermont. Ismaël Traoré a donné son corps à la science. Il est un mois à l'infirmerie. Fally Kandé a montré quelques assurances l'année dernière, mais ça reste assez fragile. Voilà. Je suis un peu surpris que le chantier de la défense n'ait pas été plus avancé que ça par la direction sportive Messine. Après, donnons-leur du temps, comme tous, et espérons que Christophe Herrel puisse faire du bon travail. Je pense qu'en tant que joueur de complément, ça peut le faire avec Christophe Herrel. Bon, il est un petit peu décrié sur sa dernière saison à Brest, mais à ses débuts à Brest, il était intéressant. À Nice également, à Troyes également. C'est là qu'il a été le meilleur, à mon sens, quand il était en Ligue 1. Peut-être que dans des clubs comme ça, il aura plus sa carte à jouer au FC Metz, d'autant qu'avec cette absence d'Ismaël Traoré pour un mois, il aura du temps de jeu, je pense. C'est un défenseur central. Il est prêt. Il sera pas prêt tout de suite, mais je pense qu'après la trêve internationale, on pourra compter sur lui. Et c'est un défenseur, il a toujours fait ses 10, 15 titularisations au minimum, sans être forcément le premier choix. Et il peut aider le FC Metz du haut de son expérience d'une petite centaine de matchs en Ligue 1 minimum. Et il met quelques buts aussi sur coup de pied arrêté, donc pourquoi pas. Il fallait en tout cas recruter quelqu'un qui connaissait ce niveau de jeu. Thomas Lavaux, un petit mot sur les défenseurs centraux? Je ne suis pas sûr que ce soit un panic buy. Si on regarde le recrutement messin dans son ensemble, il y a Sadibou Sané et Ibou Sané qui sont vraiment eux des joueurs très jeunes à former. Mais dans l'ensemble, et c'était particulièrement vrai sur les 48 dernières heures du mercato, où on a appris la signature de Christophe Herrel. C'est des joueurs à la relance. C'est des joueurs qui ont déjà un petit peu de vécu, un petit peu de bouteille. Christophe Herrel, c'est typiquement ce cadre-là. Mine de rien, il attaquait sa 4e saison à Brest. Il s'y est pas vraiment totalement imposé. Il a eu un Covid long, il a eu des blessures. Donc il a toujours été un peu entre deux eaux avec tous les entraîneurs qui ont pu se succéder à Brest depuis le retour de ce club en Ligue 1. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que c'est un joueur qui n'a plus joué depuis le mois de mars. Il a passé toute la fin de la dernière saison sur le banc de touche. Il a très peu joué, le disait Laszlo Bologna, en préparation. Il n'a pas eu une seule minute de temps de jeu depuis le début de cette saison, parce que c'est un joueur sur lequel le Stade Brestois ne comptait plus du tout. Et le truc, c'est que avec Ismaël Traoré qui est absent pendant un mois, Christophe Herrel, on en aurait bien besoin dans l'absolu tout de suite. Aboulou est encore suspendu pour les 2 prochaines journées. On en aurait bien eu besoin tout de suite. Et petite parenthèse au sujet d'Ismaël Traoré, les blessures musculaires, on ne sait jamais vraiment comment ça peut évoluer. Un mois, c'est
à cette heure un titre indicatif. Ça peut être un petit peu plus. Souvenez-vous, je crois que c'était 111 il y a 2 ans, quand voilà, on nous a Wahbi Maïga l'année dernière. Ben voilà, finalement, régulièrement, la durée d'indisponibilité était actualisée et voilà, moi, Christophe Herrel, ça serait bien qu'il soit opérationnel. Après, bon, ce poste de défenseur central, c'est un poste qui a déjà été en tension toute l'année dernière aussi. Alors, on a touché du bois, finalement. On n'a pas eu besoin de faire appel comme ça avait été envisagé à un moment, il l'avait dit par Laszlo Bologna, à Kevin Durham en tant que défenseur central. Parce qu'il en avait parlé à un moment dans la deuxième partie de saison. Là, cette année, on en aura peut-être davantage besoin. Thomas Jean-Georges, on va passer aux latéraux. L'arrivée de Maxime Collin à droite semblait cohérente pour doubler le poste avec Kofi Kouao. Et après 3 rencontres et une blessure qui l'éloigne des terrains pour au moins 2 mois, le constat n'est pas forcément positif pour lui, malheureusement. Est-ce que d'après toi, ça a vraiment motivé l'arrivée tardive de Kevin Van de Kerkhoff depuis Bastia, ou c'était une opportunité prise au vol? Non, je pense que si Maxime Collin ne se blesse pas à Clermont dimanche dernier, Kevin Van de Kerkhoff ne vient pas. Donc ils ont été obligés de réagir vite, et c'est un bon choix parce qu'il aura aussi, comme je le disais tout à l'heure, peut-être la capacité à jouer plus haut. Moi, je le vois bien jouer dans le couloir droit avec Kouao qui reste en position de latéral droit. Je tiens à signaler que si Kofi Kouao nous a fait très très peur et nous a énormément inquiété au poste d'arrière gauche à Rennes lors de la première journée, lorsqu'il est rentré en jeu contre Clermont-Ferrand à droite, c'était quand même beaucoup mieux. Il est beaucoup plus à l'aise dans ce registre-là. Donc on peut faire confiance à Kofi Kouao. On se demandait s'il avait le niveau de la Ligue 1. Je pense qu'il peut rendre des services, qu'il peut même s'installer durablement à ce poste, à moins que ce soit Kevin Van de Kerkhoff qui le récupère, même s'il faut quand même le rappeler, si je dis pas de bêtises, du côté de Bastia, avec Régis Brouard, il joue encore à 5 derrière, avec Kevin Van de Kerkhoff qui prenait énormément les couloirs, comme le faisait à l'époque aussi Frédéric Antonetti ou Vincent Ognon au FCMS. Donc, non, je suis pas inquiet sur ces postes-là. Après, c'est toujours la question à gauche. Si Mathieu Hudol se blesse ou est suspendu, on peut remettre effectivement Fally Kandé, mais Fally Kandé n'est pas à l'abri aussi de devoir rester, vu la situation des centraux, dans cette position de charnière centrale. Je me demande pourquoi on n'a pas cherché à renforcer quand même le couloir gauche, parce que Mathieu Hudol, il y a certes Fally Kandé, je le trouve un peu esselé quand même à ce poste-là, et c'est pas Kofi Kouao qui va le remplacer à gauche, c'est moi qui vous le dis. Mais Mehdi, pour conclure cette revue d'effectifs à l'arrière, justement, là, comme on en parlait avec ce turnover à gauche et ces possibilités à droite, quelle ligne défensive vois-tu se profiler pour les 2 prochains mois avec les absences de Traoré et de Collin? Est-ce qu'on se prive de Kevin Endoram au milieu à la récupération, ou bien on fait confiance à la jeunesse? Je ne sais pas ce qui est dans la tête de Laszlo Bologna, en tout cas pour dimanche, mais pour dimanche, il va falloir pallier à l'urgence. La suspension d'Aboulo change quand même pas mal les choses. Et en attendant son retour, peut-être que Kevin Endoram redescendra d'un cran, en sachant que Reims, offensivement, c'est quand même un peu le football champagne dans sa définition la plus totale. Donc, peut-être que sur ces premiers matchs, on verra Endoram accompagner son coéquipier en défense centrale. Et ensuite, moi, je vois bien un retour d'Aboulo le temps que Ismaël Traoré revienne de sa blessure. Il n'avait pas été mauvais contre Marseille, je pense, avant son carton rouge. Il était assez impliqué. C'est pas facile pour lui de disputer cette rencontre, et en tout cas pour une première rencontre de Ligue 1. Donc bon, voilà. Après, au niveau des latéraux, Mathieu Hudol devrait garder sa place et j'espère pouvoir voir Kevin Van de Kerkhoff à droite. Et puis, pourquoi pas aussi le voir animer un peu son couloir droit comme il a très bien su faire contre Bastia. Et Endoram, il avait été absolument énorme quand il avait reculé en défense centrale suite à l'expulsion d'Aboulo contre l'OM. Et en fonction aussi de la prestation, parce que si Endoram redescend, on aurait, je pense, un Habib Maga qui reprendrait une place dans le milieu de terrain. En fonction de la prestation de ces 2 hommes à ces postes-là, s'ils sont alignés,
je pense qu'on pourrait partir comme ça sur un bon mois avec eux. Arthur, tu vas garder la parole, parce qu'on va passer maintenant au milieu de terrain, justement. On a vu une seule arrivée chez les relayeurs et les récupérateurs, celle de Jean Guessant, en provenance de Nice, pour un contrat de 4 ans. Alors, c'est un joueur qui a évolué que à des niveaux inférieurs, hein, à Lausanne et à Nîmes en prêt. Qu'est-ce que pour toi, est-ce que justement, le milieu de terrain, on a vraiment tout ce qu'il faut avec les forces en présence? Bah, clairement, c'est le secteur de jeu le plus fourni au FC Metz. Jean Nguessan est un joueur d'avenir. C'est très bien qu'il ait été recruté très tôt. J'aurais aimé que des joueurs comme Christophe Herrel ou Kevin Van Den Kerkhoff auraient été recrutés, puissent être recrutés aussi de manière en début de mercato comme ça. Mais non, c'est un secteur de jeu qui est bien. Mais je regrette quand même le départ de Youssef Maziz. Je pense qu'il aurait eu des services à rendre dans ce milieu de terrain. Je déplore aussi qu'un autre créateur ne soit pas arrivé. On parlait beaucoup de Gauthier Hein pendant un moment. Et je ne pense pas que, alors je suppute là encore sur l'attaque, que l'arrivée de Joël Assoro, qui est vraiment un pur ailier. On y reviendra dans les. On y reviendra après, Là, mais on je reste pense pour pas. l'instant sur les- Je parle de sur- Maziz, sur- Gérald. Je pense que la perte de Youssef Maziz dans ce milieu de terrain, parce que ça reste quand même son poste de jeu privilégié, alors que Thomas Jean-Georges est mute, il va prendre la parole après. Ça ne. Ce n'était plus un milieu de terrain, Youssef Maziz. Ouais, mais il fallait un créateur, On est fallait un d'accord. créateur pour le En remplacer. créateur, c'était plus ça, hein, en créateur. Ouais. Il était plus influent dans le jeu. Et c'est ça le gros reproche que moi je fais à Youssef Maziz, c'est ce qui me fait dire qu'il était essentiel mais pas indispensable, c'est que derrière le numéro de Youssef Maziz, même si ça n'a de moins en moins de sens dans le football moderne, c'est un numéro 10 et on aurait aimé le voir un peu plus dans ce rôle de numéro 10. Alors, il nous a quand même rendu pas mal de services en marquant des buts importants l'année dernière, notamment à Quevilly-Rouen et d'autres fois à Saint-Symphorien, mais Youssef Maziz, c'est censé être un créateur et comme dit très bien Thomas Jean-Georges, c'est devenu un attaquant. Alors, Thomas Lavaux, je vais te donner la parole parce que toi qui sais combien c'est difficile de préparer une émission quand les intervenants sont hors sujet sur la Plus question. rien. Là. Alors, un petit mot sur ce milieu de terrain à la récupération, donc avec Maïga, Endoram, Dané Jean-Jacques, Arthur Atta, Lamine Camara, Jean Nguessan, Ndukidi. Ça manque cruellement d'expérience quand même, non, pour la Ligue 1? Ça manque effectivement cruellement d'expérience. Tout à l'heure, je listais malgré tout la liste des joueurs que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir Jean Nguessan aussi, pouvoir voir ce qu'il peut apporter à cette équipe-là, savoir s'il peut franchir le gap entre Ligue 2 et la Ligue 1. Effectivement, je me rallie à tout le monde sur finalement le départ de Youssef Maziz. Que rétrospectivement que je peux comprendre, mais sur lequel je me dis rétrospectivement, finalement on perd devant notre phare, notre leader, Georges Mikotadze, et peut-être qu'en gardant Youssef Maziz, même si son jeu évoluait, même si c'était un joueur très frustrant aussi entre son potentiel et la place qu'il pouvait prendre la saison dernière dans le jeu, même si son efficacité effaçait tout ça. Peut-être qu'on aurait pu garder un peu de repères avec Youssef Maziz, avec Ablaye Jallo appelé à rester également. Peut-être qu'en conservant Youssef Maziz, on aurait pu garder un petit peu de repères, surtout avec un attaquant devant qui devient un joueur de surface. Autant Mikotadze pouvait prendre le ballon de très loin, il était aspiré vers le but. Autant je m'attends pas à ce que ce soit le cas avec Estupiñán. Donc, à ce poste de 9,5, il va falloir quelqu'un capable de porter la balle, quelqu'un grosso modo capable de donner des caviars, hein, de mettre le ballon dans les pieds d'Estupiñán pour qu'il finisse le job. On n'a pas l'équipe la plus fine techniquement, on n'a pas les meilleurs centraux, et donc il faudra que Lamine Camara se confirme vraiment ses promesses de l'année dernière et que ça matche vite. Pour moi, la clé au milieu de terrain, c'est ce poste-là qu'occupait Youssef Maziz l'année dernière. Très bien. Sinon, à la récupération, ça change très très peu finalement. Donc c'est Jean-Jacques, c'est Ndoram là-dessus. Au moins, on a un petit peu de stabilité, au moins à ce poste de 6. Thomas Jean-Georges, c'est parmi les récupérateurs.
il y en a certains que tu as envie de voir cette année se mettre en valeur plus que d'autres. Parce qu'on parle de Maïga, Endoram forcément, mais peut-être justement l'ami Camara, Arthur Atta peut-être. J'aimerais bien voir Arthur Atta. J'aime beaucoup le profil de ce joueur et je trouve que il est peut-être plus fait pour la Ligue 1 que pour la Ligue 2, avec ses qualités techniques, sa vision du jeu. Et c'est peut-être Arthur Atta, d'une certaine manière, qui peut-être remplacer Youssef Maziz dans l'aspect créatif du jeu messin. Alors, on sait, il est encore très jeune. Laszlo Bologna, pour le moment, le met un peu et le garde au chaud. Mais j'ai envie de le voir éclore et se révéler en Ligue 1. J'espère qu'il aura un peu de temps de jeu. J'espère que Laszlo Bologna va être séduit par ses qualités. Après, en termes d'activité, on a ce qu'il faut. Hein. Quand on voit ce qu'ont apporté Lamine Camara et Danley Jean-Jacques à Clermont et contre l'OM, ils vont faire le boulot. Ça, il y a aucun doute là-dessus. Habib Maïga va nous rendre bien des services, je pense. Là, il a perdu sa place de titulaire clairement, mais Laszlo Bologna fera appel à lui, et ce sera sans doute le cas demain contre Reims, je pense qu'il fera le taf. Et puis il a un rôle aussi essentiel au sein du vestiaire, avec toute cette délégation de joueurs qui viennent de Génération Foot. C'est lui qui fait un peu le lien entre ces joueurs sénégalais et le reste du vestiaire, pour éviter que des clans se forment, et il est essentiel également dans ce rouage-là. Donc j'ai eu peur, moi, que Habib Maïga quitte le club durant ce mercato estival parce qu'il n'avait plus de temps de jeu. Il est resté, et c'est tant mieux pour le FC Metz. Mehdi, on va monter d'un cran parce que tout le monde est impatient d'en parler. On va parler donc des ailiers, des milieux offensifs. On a appris après le mercato donc le départ de Wagner Diaz, qui n'entrait pas dans les plans de Laszlo Bologna. Alors le chiffre m'a surpris. Wagner, c'est 37 rencontres en 3 ans. Alors, je pensais pas qu'il y en avait autant, et 4 buts sous les couleurs Grenat. Est-ce que c'est du gâchis d'après toi? Oui, quand tu es le FC Metz et que tu achètes un joueur 4 millions d'euros, tu peux pas capitaliser dessus, c'est du gâchis clairement. C'est dommage, il était prometteur, il sortait d'une bonne saison en Ligue 2 avec Nancy. Son transfert avait fait un peu parler parce qu'il venait de la banlieue sud, comme on l'appelle, mais c'était quelqu'un qui pouvait apporter offensivement au FC Metz, et bon, peut-être son hygiène de vie n'a pas aidé, mais voilà, il n'a pas réussi à se faire sa place au FC Metz. C'est dommage, parce qu'il était prometteur. Après, il s'est englué dans des prêts en Suisse, au FC Sion, il n'a pas du tout joué, ça n'aide pas, hein. Il a fait 3 matchs, il me semble, j'ai vérifié ça hier, avec le club suisse. Il est parti ensuite en prêt à Serein, ça n'a pas trop fonctionné. À mon avis, ça doit pas être simple aussi à gérer cette situation pour des joueurs qui sont certainement demandeurs de temps de jeu, mais à qui on n'offre pas toutes les possibilités pour jouer. Voilà. Mais c'est clairement, pour le FC Metz, c'est clairement du gâchis. On compte ses sous au club, et là je pense qu'on a un peu gaspillé d'argent. Arthur, au niveau des ailes, on est plutôt bien fourni. On a Sabali, Jallo, Papa Diallo, Malik Mbaye, qui a des petits problèmes de santé, Joël Azoro, mais effectivement, tu le disais tout à l'heure, ça manque cruellement d'un créatif, comme Youssef Maziz. Est-ce que tu crois qu'il faut repenser le système, justement, ou comment tu vois cette ligne offensive, toi, hormis sans parler du poste de numéro 9? Pour l'instant, je pense que Laszlo Bologna n'a pas vocation à déroger à son 4-3-3 désormais traditionnel. Les postes sur les ailes sont fournis en termes de nombre. Maintenant, je ne sais pas ce que Joël Azoro vaudra dans cette Ligue 1. Il a des statistiques plutôt intéressantes pour un ailier, mais c'était à mettre en perspective par le fait qu'il évoluait dans le championnat suédois. Le retour d'Ablaye Jallo fera du bien pour amener cette touche créative. Ces deux entre guillemets remplaçants à son poste qui sont Diallo et Mbaye, ça reste quand même jeune,
même si ce sont des jeunes qui ont montré des qualités, notamment Mbaye contre Marseille. Et enfin, Sabaly, il a montré, je pense, qu'il pourra, sans être forcément un titulaire indiscutable dans cette équipe, rendre des services, parce que c'est un joueur qui a un profil assez atypique aussi. Il est très petit, très vif. Il manque encore un peu il doit encore en prendre un petit peu plus de responsabilité. Peut-être qu'il n'ose pas assez, mais c'est un joueur qui rendra des services au FCMS cette saison, je pense. Thomas Lavaux, on va passer au poste dont tout le monde parle depuis maintenant plus de 2 mois, depuis un certain soir de juin où les dirigeants grenats avouaient laisser la porte ouverte à Georges Mikotadze, le fameux poste d'avant-centre qui allait donc inévitablement être déserté par notre goléador préféré. Est-ce que toi, tu fais partie des gens, on en parlait tout à l'heure avec Thomas Jean-Georges, tu fais partie des gens qui ont cru jusqu'au bout à cette possibilité de prêt pour une année? J'étais assez circonspect quand même, parce que quand un club est capable de mettre 20 millions d'euros, et on parlait de clubs qui tous jouaient la Coupe d'Europe, que ce soit Rennes, que ce soit l'Ajax, d'autres également dont on a parlé. Quand un club veut mettre 20 millions d'euros sur un joueur, c'est pas pour dans un an, c'est pour aujourd'hui. Vous allez me dire, il y a une exception avec Pape Matar Sarr. Oui, mais avec Pape Matar Sarr, Tottenham prenait vraiment un joueur encore à poste formé. Georges Mikotadze, c'est pas le cas. Donc moi, voilà, cette possibilité de pouvoir le récupérer en prêt, j'y crois pas sur un joueur sur lequel vous prenez pas de risque financièrement. À la rigueur, vous le laissez chez lui, vous voyez comment il s'adapte à la Ligue 1, pourquoi pas. Mais là, sur un joueur à 20 millions d'euros, imaginez il se blesse, imaginez ça va pas, imaginez tout ceci, cela, vous le récupérez. Là, l'Ajax a un joueur vraiment en pleine confiance qui semble en mesure de pouvoir exprimer tout son potentiel. Le garder à Metz, c'était prendre le risque de remettre ça en cause. Et puis l'Ajax aussi, c'est un club qui cette année va jouer encore la Ligue Europa. Ils sont peut-être pas aussi performants que quand ils avaient fait leur belle aventure en Ligue des Champions il y a quelques saisons. C'est un club aussi qui veut reprendre son titre de champion national. Et quand on parle d'équipes comme l'Ajax, il faut que les entrants soient du même niveau, voire même apportent plus que les titulaires. Ça, c'est un paramètre à Metz qui nous est peut-être à Metz, qui est un club où on fait ce qu'on peut aussi en termes de recrutement. C'est un paramètre qui est peut-être un petit peu moins important chez nous, mais à l'Ajax, c'est un paramètre important. Donc non, voir Mikotadze prêté au FC Metz, voilà, j'étais comme tout le monde, je voulais y croire, il n'y a pas de souci, mais j'y croyais difficilement. Thomas Jean-Georges, en avant devoir vendre Georges Mikotadze, le FC Metz, s'est-il tiré une balle dans le pied finalement? Est-ce que le fait de dire il faut qu'on le vende parce que c'est budgétisé, est-ce que ça a favorisé une vente tardive finalement et compliqué son remplacement? Après, le président Serin a eu raison de le dire très tôt. D'ailleurs, dès la fin du championnat de France de Ligue 2, dans la zone mixte, après la rencontre contre Bastia, il l'a dit, par rapport aux supporters, je pense. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, lorsque Pierre Dréossi a fait cette sortie en zone mixte, en disant on va essayer effectivement de le vendre, mais de se faire prêter dans la foulée, là je pense qu'ils ont fait peut-être une erreur de communication, parce qu'il y a eu cette lueur d'espoir pour toute la communauté grenat. Après, ils en voulaient 20 millions. Ils en ont eu 16 plus 3, plus 10% à la revente du joueur. Donc, je pense que leur objectif est tenu. Il n'y a pas de souci sur ce point. Est-ce qu'on aurait pu en attendre beaucoup plus en disant qu'il n'était pas vendable ou qu'il était intransférable? Et peut-être espérer une offre à 25 ou 30 millions à la toute fin du mercato. J'en doute, parce que c'est Georges Mikotadze, parce que c'est le FC Metz. Après, il y a eu des chiffres et des montants totalement affolants durant ce mercato. Barcola au PSG pour combien? 50 millions, c'est ça? C'est ridicule. Je ne comprends pas. Ce joueur ne vaut pas 50 millions d'euros pour moi. Mais je pense que 20 millions pour Mikotadze, alors là, les gens disent c'est 16 plus 3, mais il faut penser aussi à la revente. Parce que si Georges Mikotadze il performe à l'Ajax, il fait 2 ans, et il s'en va en Angleterre ou en Italie. Ou en Espagne.
ou en Espagne peut-être, mais je le vois plus évoluer en Italie ou en Angleterre qu'en Espagne. Je sais pas pourquoi. Je trouve qu'il a plus les qualités des championnats anglais et italiens. Mais et là, le FCMS retouchera de l'argent. Et puis, il y a sans doute encore des bonus cachés, hein, parce que c'est la spécialité maison de Bernard Sorin. Hein. Si Nikotadze fait 10 buts, 5 passes décisives, peut-être qu'il y aura encore 1,5 million ou 2 millions à la fin de la saison. Hein. Il l'avait fait pour Ismail Assar, il l'avait fait pour Diafra Sakho. Je vois pas pourquoi il ne l'a pas fait avec Georges Nikotadze. On savait qu'il allait partir. Il est parti. Je pense qu'ils auraient dû travailler un peu plus sur le remplaçant. Isidore, ça semblait intéressant sur le papier, mais parce que c'est un joueur d'une autre classe que Stupinian là, parce qu'on a quand même récupéré 2 joueurs qui jouent en Championship, la D2 anglaise. Alors la D2 anglaise, c'est pas la Ligue 2 française, elle est certainement largement supérieure, mais quand même, j'ai quelques petits doutes. Les stats d'Estupinian quand il était au Portugal, elles sont plutôt intéressantes. Ça ne présage de rien, mais quand il était au Portugal, en première division portugaise, c'est propre. Hein. Et après, le Portugal, c'est encore un championnat particulier. Hein. C'est vrai qu'il y a souvent on marque souvent, mais les défenses, elles sont un peu en bois, surtout dans les petits clubs, à part Porto, Benfica et Sporting, quoi. Mais après, on verra bien. On va faire confiance au produit, hein. Mais avec cette équipe telle qu'elle est bâtie là, sans oublier le mercato hivernal qui arrive, je pense qu'on peut viser la 16e place. La 16e place, ce sera les barrages contre un club de Ligue 2, en espérant que ce soit le 5e de Ligue 2. Comme ça, là, il arrivera cramé pour le barrage contre Metz. Tout simplement. Mehdi, on a vu donc le premier attaquant qui avait été recruté en prévision. On l'avait joué sur un côté. Il a eu toutes les peines du monde à s'en sortir. Hein. Simon Elisor. Il semble malgré tout avoir les bonnes grâces de Laszlo Bolognini qui dit de lui qu'il est courageux. Est-ce que tu penses que il peut peser dans la rotation à la pointe de l'attaque en numéro 9? Il le suit au quotidien, contrairement à moi. Donc j'aimerais lui faire confiance à Zoboloni. Après, c'est vrai que pour une première, le match contre Clermont est vraiment difficile pour Simon Elisor. C'est pas simple, hein, encore une fois, de s'intégrer à un nouvel effectif, de s'intégrer à un nouvel championnat, parce que mine de rien, il y a quand même un gap important entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Et il n'a pas été avare de comment dire, de propositions. Mais voilà, ça allait jamais dans le bon sens. C'était trop faible. Je pense qu'il a encore une capacité à progresser. Donc on va voir au fil des matchs. L'appétit vient en jouant. Mais il faudrait vite qu'il nous prouve qu'il a sa place dans cet effectif, y compris pour de la rotation, car comme on a pu dire par ailleurs, on est le FCMS et dans une ligue à 18 avec 34 journées, il faut vite choper des points et il faut vite se montrer apte au niveau Ligue 1. Arthur, on connaît désormais les 4 prétendants donc au poste d'avant-centre pour succéder à Georges Mikotadze. Donc on vient d'en parler, Simon Elisor, le jeune Ibou Sané qui peut avoir son mot à dire, donc, et Benjamin Tété, Oscar Estupinian, donc le dernier qui prend même le numéro 9 de Georges Mikotadze. D'après toi, est-ce qu'il fallait recruter plutôt un joueur avec de meilleures références, quitte à avoir moins de possibilités et peut-être précipiter le départ de Georges Mikotadze, ou bien Pierre Drey aussi était coincé financièrement et contraint d'attendre justement le départ de Georges? Je pense qu'il était coincé, mais je trouve ça quand même dommage. Dans ce recrutement, on perd Georges Mikotadze, mais au final, on achète 3 numéros 9. Alors, un jeune joueur qui vient de Ligue 2, Simon Elisor, qui pour moi, vu les forces en présence, il sera titulaire dès ce week-end contre Reims. Et Stupinian est un joueur intéressant, même si les défenses du Portugal étaient un peu des défenses en bois, ses stats sont quand même assez cohérentes. À voir s'il arrive à s'adapter avec ce championnat qui est la Ligue 1, c'est toujours la même chanson. Peut-être que le FCMS aurait pu taper sur un joueur plus haut, mais ça aurait été plus cher. Mais l'énigme, c'est le recrutement de Benjamin Tété, qui a été recruté entre 1,2 et 1,8 millions d'euros pour un mec qui sera sans doute une seconde lame,
un joueur qui a été recruté plus pour son profil un petit peu de planche, qui correspond au profil de Simon Elisor, comme ça, dos au but. Il est déjà blessé. On savait à quel point il était fragile. Il sort d'une saison galère à Hull City où il a mis seulement un but. Pour moi, ce recrutement-là, c'est une énigme, tout simplement. C'est dans un club où on compte le moindre sou. Alors, j'espère avoir tort. J'espère qu'il va faire une belle saison de Ligue 1. Mais pour moi, ça ressemble au recrutement avec de l'argent jeté par les fenêtres. Thomas Lavaux, un petit mot peut-être sur ces attaquants. Qu'est-ce que tu ressens? Je sais pas si on verra Elisor titulaire contre Reims. Je pense que Stupinian, il est dans le rythme. Il a déjà joué 5 matchs avec Hull City cette saison. En championnat, il en a joué 4. Il est entré 4 fois en cours de jeu, mais en Coupe de la Ligue, il a été titularisé. Il a marqué un but. Il est dans le rythme. La question du rythme, à mon avis, elle se pose pas trop. Alors effectivement, pour lui permettre aussi, il va avoir qu'une seule séquence d'entraînement ce samedi après-midi. Donc peut-être qu'il débutera pas la rencontre, mais je pense qu'on le verra assez rapidement. Et je pense que c'est lui qui est programmé pour être aujourd'hui l'attaquant numéro 1 du Football Club de Metz. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure aussi, est-ce que c'est un attaquant de pointe? Est-ce que c'est vraiment un attaquant de surface? C'est vraiment un finisseur? Est-ce que c'est le profil à même de pouvoir s'intégrer au Football Club de Metz? J'ai des doutes là-dessus, mais de sa réussite dépendra aussi celle des joueurs qui l'entourent. Il va vite falloir qu'il apprenne à les découvrir. Et le problème, c'est que du temps, on en a pas vraiment. On n'a pas vraiment. Mais c'est le cas aussi de beaucoup d'équipes de bas de classement. Clermont, c'est pas forcément beaucoup renforcé hier. En tout cas, j'ai pas cette impression-là. Ils m'ont vraiment pas fait une forte impression dimanche dernier depuis le début de la saison. Donc, finalement, même avec un Stupinian qui va découvrir le championnat de Ligue 1, bon, je pense que la 16e place reste accessible à cette formation-là. Finalement, la seule chose qui change pas entre le moment où le mercato a commencé et cette nuit où il s'est terminé, c'est qu'on serrait les fesses avant et puis on serre les fesses encore après, quoi, finalement. Et c'est le cas aussi de plusieurs de nos concurrents. Donc, je pense qu'il n'y a pas de changement fondamental là-dessus. Et ne soyons pas si négatifs que ça, parce que le FC Metz peut réaliser l'exploit de battre le Stade de Reims demain, et avant la trêve internationale, avoir 7 points sur 12 face à 4 équipes qui étaient dans le top 10 la saison dernière en Ligue 1. Donc, attendons déjà de voir ce qui va se passer demain face à Reims, parce que sur le papier, comme ça, en début de saison, on aurait pu aussi bien finir cette séquence de 4 matchs avec 0 points. Et on en a déjà 4. Alors, le contexte est beaucoup plus sain. Le contexte global, même si ces dernières 48 heures ont été très très riches, le contexte global me semble plus sain qu'il y a 2 ans, au moment où on attaquait notre dernière saison en Ligue 1. Il n'y a plus de cas problématiques de joueurs présents alors qu'ils voulaient plus l'être. Alors l'état d'esprit, ça fait pas tout. L'état d'esprit, ça te fait pas marquer des buts, mais ça peut y contribuer. Et je pense qu'il faut pas non plus minimiser cet aspect. Très bien. Messieurs, nous arrivons à la fin de ce talk spécial Mercato. Il me reste à remercier nos 2 invités de France Bleu Lorraine. Merci Thomas Lavaux. On rappelle le rendez-vous du lundi sur France Bleu à 18h et en replay sur francebleu.fr. Donc lundi c'est Graoli toutes les semaines bien entendu. Merci à toi d'être venu. Thomas Jean-Georges, c'était un plaisir. Thomas Jean-Georges, même chose. On aura bien entendu tout le loisir de t'écouter dans lundi c'est Graoli, mais aussi toute la saison aux commentaires des matchs sur France Bleu. Alors, je sais qu'on est très nombreux à le faire. Si vous ne le faites pas, je vous invite tous à tester. Sur Prime Video, il y a une option qui permet de couper les commentaires et de ne laisser que l'ambiance du stade. Et là, vous pouvez à loisir lancer votre radio préférée et écouter les commentaires de Thomas. Il suffit de caler les deux, l'image et le son. C'est assez simple. Et là, vous avez de vrais commentaires. Donc 100% Grenat, 100% partisan mais réaliste et souvent très drôle, ça change des commentateurs parisiens. Donc merci à toi Thomas Jean-Georges d'avoir été présent avec nous. Demain c'est Thomas Lavaux qui se charge de ramener les 3 points. Oh le chat noir, ça y est. Non.
un 4 sur 9 pour débuter la saison. J'ai mis un petit coup de pression à Thomas Lavaux. Je dis écoute, faut que tu ramènes des points, sinon ça va pas le faire. Donc, je crois en lui. Ah non, Mais non, dis- pas plus chat noir. Hein. Les statistiques, elles sont, c'est kiff-kiff. Hein. il va les ressortir. Il est pas persuadé encore. Après, parle Thomas pour- Jean-Georges je n'ai Thomas confiance Jean-Georges en a Thomas beaucoup Lavaux plus de qu'avec matchs, les il a beaucoup Sandales. plus de mérite. Hein. On fera les comptes à la fin de la saison. Mais dis-nous, on se retrouve très vite sur letsgomes.com. Encore merci pour ta présence. De rien, c'est toujours un plaisir. Arthur, même chose. On peut te retrouver dès jeudi sur France Bleu Lorraine aussi, dans le 100% Sport dès 18h. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter. Vous pourrez retrouver donc ce podcast sur YouTube et sur Spotify. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau talk. En attendant, portez-vous bien. Bye bye. Bye bye. Bye bye.